Afin de comprendre les origines de l'horreur en France, on ne peut pas faire l'impasse sur les références théâtrales. Même si Philippe Rouillet place la genèse de l'horreur au cinéma dans la tragédie grecque et le théâtre élisabétain, on ne peut pas parler d'horreur sans évoquer le théâtre du Grand Guignol, véritable source originelle de l'horreur cinématographique. Comme le dit André Delorde, le théâtre spécialisé dans la peur et qui fait de celle-ci le point central de son action est bien récent grâce au Grand Guignol. À l'origine, le Grand Guignol est d'abord un lieu. Il s'agit d'un théâtre rue Chaptal, dans le 9e arrondissement à Paris. Cette ancienne chapelle fut transformée en théâtre en 1896, mais trouva sa vraie vocation en 1897, lorsqu'Oscar Métainier, employé d'un commissariat de police, décida de l'acheter afin de pouvoir présenter ses pièces naturalistes. Victime de la censure, Métainier décide d'adopter la figure de Guignol, créée en 1908 et symbole emblématique des canuts de Lyon, qui succombèrent face aux représailles de la police de Napoléon III. Il décide de prendre l'image de cette marionnette et de le faire vieillir. En somme, un Guignol qui serait devenu grand et qui aurait perdu son innocence. Dès le début, le théâtre du Grand Guignol voit ses pièces interdites par la censure, mais non pour la représentation du sang sur scène, mais pour une question de morale. En effet, l'adaptation de Mademoiselle Fifi de Maupassant est interdite car elle met en scène une prostituée. C'est en 1897 que le théâtre se crée véritablement et devient un genre de la peur avec Lui. Cette pièce est fondatrice dans ce que l'on va appeler plus tard le Grand Guignolesque, avec une gestuelle ample et lente, censée symboliser le mystère. Les pièces du Grand Guignol ne dépassent pas en général 1 ou 2 actes. Dans une même soirée, 4 ou 5 pièces peuvent être jouées. Voilà ce qui caractérise ce théâtre. C'est lorsque Max Moret prend la direction du théâtre que celui-ci devient vraiment le lieu de la représentation de l'horreur sur scène. C'est avec Jean Berleux que la mort, une pendaison, est montrée pour la première fois sur scène le 10 avril 1901 dans la pièce Carrier, horloger bijoutier. Mais c'est en 1904 que l'on insiste à ce que l'on peut qualifier de gore lorsque Delorde et Eugène Morel présentent un soldat au poignet coupé exhibant ses moignons ensanglantés. Entre 1914 et 1930, le théâtre est sous la direction de Camille Choisy qui met l'accent sur les effets spéciaux. Dès 1910, le genre dépasse les murs de la rue Chaptal et le physiologiste Alfred Binet parle du Grand Guignol comme un genre aux effets excessifs. En janvier 1921, cela est confirmé par l'ouverture du théâtre des Deux Masques. En moins de 10 ans, le théâtre du Grand Guignol est sur le déclin, avec comme directeur Jacques Jouvin, 1930-1937. Celui-ci programme ses propres pièces, jugées médiocres, et renvoie la vedette Paula Maxa. Cela accélère la chute du théâtre. Le théâtre ferme en 1962 sous la direction de Charles Nounon. L'horreur n'étant plus une simple fiction, à cause de la guerre et de la découverte des camps de la mort, les spectateurs se détournent du genre pour quelque chose de plus léger. Au vu de ce bref historique du théâtre du Grand Guignol, on constate aisément que la fin du genre en France, 1962, correspond avec l'arrivée du gore sur les écrans, tout d'abord américains, puis ceux du monde entier. On note la première incursion du gore dans le cinéma d'horreur avec Blood Feast, d'Hershey Gordon Lewis, en 1963. Or, ceci rejette complètement l'attrait que portait Georges Franju pour le théâtre du Grand Guignol. En effet, on peut facilement voir que dans Les Yeux sans visage, Franju renoue avec les origines du genre qui est, il faut bien le rappeler, un théâtre naturaliste, dont les premières pièces mettaient en scène des opérations médicales. Les Yeux sans visage cite de nombreuses pièces dont le style de mise en scène est repris, c'est-à-dire la précision des cas médicaux, la lenteur des gestes. On peut même voir dans les fondus qui clôturent les séquences, les rideaux qui se baissent afin de terminer une pièce. Rien que le thème du film est grand guignolesque. Un médecin opère de jeunes filles afin de redonner un visage à sa fille mutilée. Le livre dont il est issu, datant de 1959, est également un hommage au genre. Le film, lui, parle directement de pièces telles que L'horrible expérience, où un savant fou opère le cadavre de sa fille afin de la ressusciter. Les titres mêmes que Franju utilise pour ses films ne sont pas sans rappeler le genre théâtral qu'il affectionne tant. Prenons par exemple Le sang des bêtes, 1949, Hôtel des Invalides, 1951, Plein feu sur la Cinsa, 1961, ou Nuit rouge, 1974. L'importance est aussi donnée sur la souffrance qu'infligent les médecins fous à ses patientes. Cette mise en scène est elle aussi très grand guignolesque, sans pour autant tomber dans le mauvais goût que peut rapporter cet adjectif devenu péjoratif avec le temps. Que peut-on dire alors du reste du corpus ? Est-il lui aussi influencé par le Grand Guignol ? Admettons que le film de Franju ne soit pas la référence pour le film de cinéma français, mais que celui-ci vienne de l'étranger. On peut dire que l'influence qu'a eu Blood Feast sur le cinéma américain, puis avec la légitimation du gore avec La Nuit des Morts Vivants, mais aussi avec les images de l'assassinat de Kennedy,
on constate que notre société de l'image est devenue elle-même grand-guignolesque. Le besoin de montrer l'horreur dans tous les genres du cinéma, comme par exemple Soldat Bleu de Ralph Nelson, n'hésite pas à montrer des corps mutilés et le sang couler à flot dans un film qui pourtant est un western. Difficile de voir avant 1960 un western sanglant à l'époque où John Wayne était la figure emblématique. C'est par cette étape outre-Atlantique que les films français vont se réapproprier lentement le gore dans les films. Pourtant, le genre est né en France et ce pays lui aussi a connu ses moments d'horreur dans son histoire. Si l'on éloigne les guerres d'Indochine et d'Algérie, qui se sont déroulées hors du pays, nous avons quand même la Première puis la Seconde Guerre mondiale qui ont apporté leur lot de malheur. Mais serait-ce un phénomène français de vouloir oublier l'horreur de son histoire, contrairement aux États-Unis qui a su revenir sur ces moments de crise de façon critique? En France, nous avons pendant de longues décennies des films qui s'attaquent de façon ponctuelle à l'horreur, sans pour autant prétendre assumer leur paternité avec le grand guignol français. Il suffit de voir qu'à part Franju, aucun autre cinéaste n'a adapté de pièces de grand guignol au cinéma. Le sujet est pourtant vaste. L'influence du grand guignol sur le cinéma français est tout à fait atypique. Créé à la fin du XIXe siècle et s'achevant au début des années 1960, date à laquelle apparaît le cinéma gore, le genre a dû franchir l'océan et s'imposer en tant que genre à part entière avant de revenir par petites interventions dans le cinéma hexagonal. L'horreur ne s'est pourtant jamais imposée comme un genre français, malgré ses origines littéraires et théâtrales. Pendant la seconde moitié du XXe siècle, on ne verra pas un courant de cinéma d'horreur en France. C'est au début du nouveau siècle que nous verrons apparaître de plus en plus ce genre, pourtant mal aimé.